La robe bleue à pois que j'avais reçue en cadeau pour mes 14 ans ne se fermait plus à la taille. Mais ce n'était pas cela qui m'effrayait le plus. C'était ce que cela signifiait. Les nausées matinales que je cachais à tout le monde, le retard qui durait depuis des mois, les changements dans mon corps qu'aucune fille de mon âge ne devrait affronter seule. Comment expliquer à ma mère que je ne devenais pas simplement une jeune fille, mais que je portais la preuve de 7 années de silence forcé? Avant de poursuivre cette histoire difficile, je vous demande de laisser votre like ici en bas pour que plus de personnes puissent connaître ce témoignage. Peut-être qu'ainsi nous pourrons protéger d'autres fillettes du silence qui a failli détruire ma vie. Je m'appelle Marie-Claire Dubois, Marlou comme tout le monde m'appelait. Je suis née en 1953 dans un domaine appelé Val-des-Roses, en Dordogne. J'ai grandi entre les vignobles et le ruisseau aux eaux cristallines qui traversait notre propriété. La grande maison du domaine, avec ses larges terrasses et son parquet de bois qui grinçait à chaque pas, était mon paradis d'enfance. L'odeur des madeleines que ma grand-mère Joséphine faisait tous les matins, les cerisiers dans la cour où je jouais avec mes cousins, la cloche de la chapelle qui marquait les heures, tout cela composait le décor d'une enfance qui aurait dû être seulement heureuse. Notre famille était respectée dans la région. Mon père, Antoine, administrait le domaine avec rigueur et honnêteté. Ma mère, Brigitte, s'occupait de la maison et aidait à l'école du dimanche de l'église locale. Mais c'étaient mes grands-parents paternels qui vivaient avec nous, qui dirigeaient véritablement ce petit royaume. Grand-mère Joséphine, avec sa douceur et ses prières constantes. Et grand-père Auguste, le patriarche incontestable, dont la parole était loi non seulement pour notre famille, mais pour une grande partie de la communauté. Auguste Moreau était une figure imposante. Ancien conseiller municipal, propriétaire prospère, généreux donateur de l'Église. Son nom était gravé en lettres dorées sur la plaque des bienfaiteurs de l'hôtel principal. À 62 ans, quand mon histoire avec lui a commencé à changer, il montait encore à cheval quotidiennement pour superviser le domaine, portait des chemises blanches impeccables et arborait une moustache grisonnante bien taillée qui bougeait quand il souriait. « Ma petite princesse », m'appelait-il, posant ses grandes mains calleuses sur mes petites épaules. L'odeur caractéristique de tabac mélangé à l'eau de Cologne, à la lavande, annonçait sa présence avant même qu'il n'entre dans une pièce. Sa voix était toujours la dernière à être entendue dans toute discussion familiale. Même quand il restait silencieux, tous attendaient son approbation finale avant de prendre une décision. Jusqu'à mes 7 ans, j'adorais quand grand-père m'emmenait pêcher les matins de samedi. Il m'apprenait les noms des plantes de la région, me racontait des histoires sur la fondation du village, m'apportait des bonbons cachés de l'épicerie quand il allait au bourg. « Tu es trop spécial pour partager ça avec quelqu'un », disait-il, m'offrant des bonbons colorés que mes cousins ne recevaient pas. « Et vous, y a-t-il eu un adulte dans votre enfance qui semblait parfait à vos yeux? Quelqu'un que vous admiriez inconditionnellement? Parlez-nous de cette personne spéciale de votre enfance en commentaire. » Tout a changé cet après-midi de juillet. C'étaient les vacances scolaires, et la maison était plus vide que d'habitude. Mes cousins, qui venaient généralement passer les vacances avec nous, étaient repartis avec mes oncles rendre visite à des parents à Paris. Mes parents étaient allés au bourg régler des affaires à la banque et ne reviendraient qu'en fin d'après-midi. Grand-mère Joséphine était à l'église, aidant à préparer la fête patronale. Je jouais seule sur la terrasse avec la poupée de chiffon que j'avais reçue à Noël, quand grand-père Auguste m'a appelé à l'intérieur. « C'était l'heure de la sieste », a-t-il dit. Je devais me reposer dans la chambre du fond, loin de la chaleur de l'après-midi. Sans questionner, on ne questionnait jamais grand-père Auguste, j'ai suivi vers la chambre. Il est venu derrière, a fermé les volets, laissant la pièce dans la pénombre. « Allonge-toi, Marlou », a-t-il dit, et j'ai obéi. C'est alors qu'il s'est assis au bord du lit et a commencé à caresser mes cheveux d'une façon différente. Ses mains, toujours fermes quand il m'apprenait à tenir la canne à pêche ou à monter à cheval, tremblaient maintenant légèrement.
Elles sont descendues, des cheveux vers le visage, du visage vers le cou, et puis j'ai ressenti un malaise que je ne savais pas nommer. Une peur confuse, une honte inexplicable. Quand j'ai essayé de m'éloigner, il a saisi mon bras avec force. « C'est notre secret spécial », a-t-il chuchoté à mon oreille. « Ta grand-mère serait très triste si elle savait. Tes parents aussi. Ils ne comprendraient mot pas que ce n'est qu'une tendresse de grand-père pour sa petite fille préférée. » Ce moment s'est figé dans ma mémoire. Je peux encore sentir aujourd'hui la pression sur mon bras, l'odeur de tabac et de lavande, le grincement du vieux lit. Quand il a eu fini, il m'a donné un petit ruban pour cheveux bleu ciel qu'il avait acheté au bourg. « Pour ma petite princesse », a-t-il dit, comme si rien ne s'était passé. Pas besoin de parler à quelqu'un de notre secret, n'est-ce pas? Cette nuit-là, je n'ai pas pu manger. Ma mère a posé sa main sur mon front, pensant que j'avais de la fièvre. « Ce n'est rien, maman. » Ai-je menti pour la première fois? Ce serait le premier de nombreux mensonges que je dirais dans les années suivantes. Le lendemain, j'ai essayé de rester loin de grand-père. Mais dans un domaine, même grand, les chemins se croisent toujours. Il agissait normalement devant les autres, comme si rien ne s'était passé. Mais ses yeux, quand personne d'autre ne regardait, me suivaient avec une intensité qui me faisait trembler. 3 jours plus tard, c'est arrivé encore. Cette fois, il m'a trouvé dans la grange où je jouais à cache-cache, et puis dans la remise, et puis dans la maison abandonnée de l'ancien régisseur. Chaque fois, il y avait un nouveau cadeau, une petite poupée de porcelaine, une paire de boucles d'oreilles dorées, un livre d'histoire. Chaque fois, la même menace voilée, c'est notre secret spécial. Une semaine plus tard, j'ai pris mon courage et j'ai essayé de le dire à ma mère. J'ai choisi soigneusement mes mots, car moi-même, je ne comprenais pas bien ce qui se passait. « Maman, grand-père me donne des cadeaux et me demande de ne le dire à personne. » Elle était occupée, rangeant le linge qu'elle venait de repasser. « C'est bien, ma fille. Ton grand-père a toujours eu une tendresse particulière pour toi. Mais je ne comprends pas pourquoi tu ne peux pas le dire. Quels sont ces cadeaux? Des rubans pour les cheveux, une petite poupée. » J'ai hésité, ne sachant comment expliquer le reste. Ma mère a souri. « Ah, des bêtises. Il veut juste te gâter sans rendre tes cousins jaloux. Ton grand-père est un homme bon, Marlou. Un pilier de cette famille et de la communauté. Nous avons beaucoup à lui être reconnaissants. » Et ainsi est morte ma première tentative de demander de l'aide. Avec le temps, j'ai appris que les gens ne voient que ce qu'ils sont prêts à voir. Et personne n'était prêt à voir le respectable Auguste Moreau comme le monstre qu'il devenait quand nous étions seuls. Avez-vous déjà essayé de dire quelque chose d'important et senti que personne ne vous écoutait vraiment? Comment était cette expérience? Partagez en commentaire si vous vous êtes déjà senti ainsi. Les années ont passé. Je grandissais, mais restais prisonnière de ce cauchemar particulier. Les abus sont devenus partie d'une routine terrible que j'avais appris à supporter. Il y avait même un schéma, généralement quand mes parents sortaient, ou l'après-midi quand tous se reposaient. Après chaque visite, venait un cadeau. Les cadeaux devenaient plus précieux avec le temps. Les rubans ont laissé place à de jolies robes. Les petites poupées ont été remplacées par de délicats bijoux. Je les gardais tous dans un cerisier creux, au fond de la cour. Je ne pouvais ni les porter ni les regarder, mais je n'arrivais pas non plus à me débarrasser de ces preuves. C'était comme si une partie de moi savait qu'un jour j'en aurais besoin. Pour survivre, j'ai développé une technique. Quand il me touchait, je sortais de mon corps. J'imaginais être au ruisseau, sentant l'eau fraîche, écoutant les oiseaux, ou en haut du plus vieux poirier du domaine, où j'avais l'habitude de me cacher quand je voulais être seule. Mon corps était là, mais j'étais loin, très loin. À l'école, je suis devenue silencieuse, renfermée. Les autres filles parlaient de leurs béguins, des bals qu'elles commenceraient à fréquenter bientôt, des robes qu'elles rêvaient de porter. Moi, je ne pensais qu'à survivre jusqu'au lendemain. J'ai essayé de nouveau de chercher de l'aide quand j'avais 10 ans. J'ai eu mes premières règles
Et bien que ne comprenant pas complètement ce que cela signifiait, je savais que quelque chose avait changé. La terreur de tomber enceinte, même sans comprendre totalement le processus, a commencé à hanter mes cauchemars. J'ai pris mon courage et j'ai cherché le père Michel au confessionnal. Je tremblais tant que j'arrivais à peine à parler. J'ai commencé en parlant d'attouchements inappropriés, sans mentionner de nom. Avant que je puisse conclure, le rideau du confessionnal a été violemment ouvert. Là se tenait grand-père Auguste, rouge de colère. Il m'avait suivi jusqu'à l'église. « Qu'est-ce que tu crois faire, petite ?» Sa voix, toujours si contrôlée en public, avait maintenant un tremblement dangereux. Elle ne faisait que se confesser, monsieur Auguste, est intervenu le prêtre, visiblement mal à l'aise avec l'interruption. Cet enfant a l'imagination trop fertile, mon père. Elle invente des histoires, elle a toujours inventé. Nous nous en occupons à la maison. Et ainsi, j'ai été traînée de retour au domaine, sous le regard impuissant du prêtre qui n'a plus jamais évoqué le sujet. Cette nuit-là, la punition était différente. Il n'y a pas eu d'attouchement, seulement des mots qui coupaient des plus profonds que toute blessure physique. Si tu le dis à quelqu'un, tu sais ce qui arrive aux petites menteuses comme toi? Elles vont dans des pensionnats, loin de leur famille, des endroits terribles où personne ne croit un seul mot de ce qu'elles disent. La menace était claire. Et cette nuit-là, pleurant en serrant ma médaille de Sainte Thérèse, j'ai compris que j'étais complètement seule dans cet enfer. Quand j'ai eu 11 ans, mon institutrice, Madame Dubois, a commencé à m'observer avec plus d'attention. Elle a remarqué mon isolement, mes notes qui baissaient, les moments où je me déconnectais complètement pendant le cours, regardant par la fenêtre sans vraiment rien voir. Un jour, elle m'a demandé de rester après la classe. « Marlou, y a-t-il quelque chose qui se passe que tu aimerais me dire ?» Pendant un instant, j'ai pensé ouvrir mon cœur. Ses yeux étaient gentils, sa voix accueillante. Mais alors je me suis souvenu de toutes les autres fois où j'avais essayé et échoué, du pouvoir que grand-père Auguste avait sur tous dans la communauté. « Non, madame, je suis juste fatiguée. » Elle n'a pas insisté, mais a laissé entendre qu'elle serait là si j'avais besoin. J'ai écrit une lettre anonyme pour elle quelques semaines plus tard, expliquant vaguement ce qui m'arrivait, sans mentionner de nom. Je n'ai jamais su si elle l'avait reçue. Peut-être que grand-père l'avait interceptée, comme il le faisait avec presque tout dans ma vie. Le temps a passé, je grandissais, et avec mon développement physique, les regards de grand-père changeaient. Il y avait quelque chose d'encore plus sombre en eux maintenant. À 13 ans, j'ai reçu mon cadeau le plus cher jusqu'alors, une montre en argent délicate. Elle était trop belle pour une fille de mon âge dans un domaine de campagne. « Pour que je ne quitte jamais tes pensées », a-t-il dit en mettant la montre à mon poignet. « Chaque tic-tac te rappellera notre secret. » Cette nuit-là, l'agression a été pire que jamais. Pour la première fois, j'ai saigné après. J'ai caché les draps tachés au fond de mon coffre, me suis lavé comme j'ai pu avec l'eau du puits, mordant mes lèvres pour ne pas crier de douleur. À 14 ans, mon corps a commencé à changer de façon que je ne pourrais pas cacher. Les nausées matinales ont commencé subtilement. D'abord, j'ai pensé que c'était une maladie, peut-être une punition divine pour les péchés, qui n'étaient même pas les miens. Puis est venu le retard. 1 mois, 2 mois. La robe bleue à pois qui ne se fermait plus. Un jour, chez la voisine où j'étais allée porter des œufs, j'ai vu un magazine féminin ouvert. Il y avait un article sur la grossesse et ses symptômes. C'était comme si le monde s'arrêtait de tourner. Chaque mot de cet article décrivait exactement ce que je ressentais. Je suis rentrée à la maison en transe. La réalité était inéluctable. J'étais enceinte, à 14 ans, de mon propre grand-père. Cette nuit-là, j'ai fait un rêve étrange. Je voyais ma mère enceinte de moi, heureuse, pleine d'espoir. Et puis, je me voyais, portant en moi un enfant conçu dans l'horreur et la honte. Le parallèle était trop perturbant à supporter. Pour la première fois en années, j'ai pris une décision ferme. J'avais besoin d'aide. Pas pour moi. J'avais renoncé à moi-même depuis longtemps, mais pour l'enfant innocent qui grandissait en moi. Ce bébé n'avait pas demandé à naître, ne méritait pas de venir au monde sous le poids de ce secret terrible.
La médaille de Sainte Thérèse que je portais depuis le baptême brûlait maintenant contre ma poitrine, comme si elle connaissait tous mes secrets. Mais quelque chose avait changé. La petite fille effrayée commençait lentement à laisser place à une détermination silencieuse. La robe neuve que j'avais reçue en cadeau abritait maintenant deux secrets, celui de toujours et un nouveau qui, contrairement au premier, ne pourrait pas rester caché éternellement. Que pensez-vous que j'aurais dû faire dans cette situation impossible? Vers qui aurais-je dû chercher de l'aide? Laissez votre avis en commentaire. Si cette histoire touche votre cœur, s'il vous plaît, laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun détail de ce parcours de douleur et de rédemption. Votre présence et votre soutien signifient beaucoup pour moi et pour tant d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires et regardent en silence. Chaque matin devenait plus difficile pour cacher mon état. Les vêtements qui m'allaient parfaitement auparavant serraient maintenant à la taille, et les nausées matinales étaient presque impossibles à dissimuler. Tante Marguerite, la sage-femme respectée de la région, habitait au village près de notre domaine. À 68 ans, elle avait mis au monde presque tous les enfants de cette région, y compris moi. Sur son visage marqué par le temps, il y avait une sagesse qui allait bien au-delà des livres. On disait qu'elle voyait l'âme des gens avec ses yeux sombres et pénétrants. C'est peut-être pour cela même que j'avais tant peur de la chercher. Peur qu'elle voie non seulement ma grossesse, mais tout l'horreur qu'il avait engendrée. Cependant, je n'avais plus le choix. Un matin où tous étaient occupés, je me suis échappée vers le village. Le chemin de terre entre le domaine et la maison de tante Marguerite ne m'avait jamais paru si long. Chaque pas était un débat intérieur. Revenir ou continuer? Révéler ou continuer à cacher? La maison simple en pierre au volet bleu était silencieuse quand j'ai frappé à la porte. Quand tante Marguerite a ouvert, son regard m'a parcouru de haut en bas, avant même que je puisse dire quoi que ce soit. « Entre, petite », a-t-elle dit, m'ouvrant le passage. Je t'attendais déjà. L'intérieur de la maison sentait les herbes sèches qui pendaient du plafond en petits bouquets attachés. Sur les étagères de bois, des bocaux avec des liquides de couleurs variées s'alignaient en ordre parfait. Une image de Notre-Dame de Lourdes occupait une place d'honneur sur un mur entouré de rubans colorés et de petits ex-voto. « Assieds-toi » a-t-elle ordonné, désignant un banc de bois. J'ai obéi, tremblant de tous mes membres. Pas besoin d'expliquer quoi que ce soit pour l'instant. Je vais faire du thé. Pendant qu'elle s'occupait de ses herbes et allumait le poêle à bois, j'ai essayé d'organiser dans mon esprit ce que j'allais dire. J'ai répété mentalement la vieille excuse. C'est une amie à moi qui vit ça. Tante Marguerite est revenue avec 2 tasses fumantes. Elle s'est assise face à moi dans un fauteuil à bascule qui grinçait doucement. « Maintenant, dis-moi, depuis combien de temps ?»« Comment ça ?» ai-je bégayé. « De grossesse, petite. Depuis combien de temps ?» Le choc a dû être visible sur mon visage. Comment le savait-elle? Je n'en avais parlé à personne, j'en étais certaine. Ma robe, bien que serrée, cachait encore la petite protubérance. Environ 3 mois, je pense. Ai-je finalement répondu, vaincue. Et le père? A-t-elle demandé sans détour. Cette question simple a déclenché quelque chose en moi. J'ai senti les larmes monter, chaudes et incontrôlables. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'est sorti. Seulement un sanglot étouffé. C'est quelqu'un de la famille, n'est-ce pas? Elle a demandé doucement, comme si elle connaissait déjà la réponse. C'était comme si un barrage cédait en moi. 7 années de silence forcé se sont effondrées en un instant. Entre des sanglots incontrôlés, j'ai tout raconté. La première agression à 7 ans, les cadeaux de plus en plus précieux, les menaces, les tentatives frustrées de chercher de l'aide, et finalement, la terrible prise de conscience de la grossesse. Et vous, si vous aviez été à ma place à ce moment-là, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous tout raconté comme moi ou auriez-vous cherché une autre solution?
Laissez en commentaire ce que vous auriez fait dans cette situation impossible. Tante Marguerite n'a montré ni surprise ni horreur. Son visage était resté serein, bien que je puisse voir une tempête grandir dans ses yeux sombres. Quand j'ai terminé mon récit, elle s'est levée lentement, est allée vers un tiroir et a sorti un chapelet aux perles sombres. « D'abord, je veux que tu saches une chose, Marlou, a-t-elle dit, revenant s'asseoir. Rien de tout cela n'est ta faute. » Ces mots, si simples et directs, m'ont frappé avec une force que je n'avais jamais imaginée possible. Rien de tout cela n'est ta faute. Combien de fois m'étais-je demandé ce que j'avais fait de mal? Ce que j'avais provoqué? Pourquoi moi et pas mes cousines? Ton grand-père, elle a pratiquement craché le mot, est un homme malade. Et les autres adultes qui ne t'ont pas protégé sont aussi coupables. Mais toi, non. Tu es la victime ici. Qu'est-ce que je fais maintenant, tante Marguerite? Ai-je demandé, me sentant à la fois plus légère d'avoir partagé mon fardeau et terrifiée par les conséquences qui viendraient. Nous avons quelques choix, aucun d'eux facile, a-t-elle répondu. Mais avant, je dois te raconter quelque chose que peu de gens savent. Elle a enroulé le chapelet autour de ses doigts, noueux, avant de continuer. Quand j'avais 15 ans, à peine plus que toi maintenant, j'ai vécu quelque chose de similaire. Ce n'était pas un membre de la famille, mais un homme puissant de la région, un propriétaire pour qui mon père travaillait. Je l'ai regardée, surprise. Tante Marguerite, la femme la plus respectée et crainte de la région, avait aussi été victime. Je suis aussi tombée enceinte, a-t-elle continué. À cette époque, on ne parlait même pas de ces choses. La honte était toujours pour la jeune fille, jamais pour l'homme. Mon père m'a chassée de la maison quand il l'a découvert. J'ai eu mon fils seul, je l'ai élevé seul. Elle a fait une pause, regardant un portrait ancien sur le mur, d'un homme d'âge moyen que je ne connaissais pas. Mon fils a grandi sans savoir qui était son père. Il a étudié dans la capitale, est devenu professeur. Il vient me voir 2 fois par an. J'ai 3 petits-enfants. Son histoire m'a donné un aperçu de possibilités, qu'il y avait peut-être un avenir au-delà de l'horreur que je vivais. Ce que je vais te dire maintenant, Marlou, c'est que tu as des options. Pas beaucoup, pas de bonnes, mais tu en as. Et quel que soit ton choix, je ne te jugerai pas, je te soutiendrai. Cet après-midi-là, tante Marguerite et moi avons discuté de ce qui pouvait être fait. Les options étaient peu nombreuses et difficiles dans la France des années 1960, surtout pour une fille de 14 ans dans une petite ville de campagne. « Tu pourrais essayer de partir », a-t-elle suggéré. « J'ai une sœur à Lyon qui pourrait t'accueillir jusqu'à la naissance du bébé. Après, tu décides si tu gardes l'enfant ou si tu le donnes à l'adoption. Mais comment je m'enfuirai? Je n'ai pas d'argent, je ne connais personne en dehors d'ici. Je t'aiderai avec le peu que j'ai, mais oui, ce serait difficile. Et ta famille viendrait probablement te chercher. » L'autre option était d'affronter la situation de face. Dire la vérité à mes parents, exposer mon grand-père, supporter le scandale qui viendrait. « Si tu décides de parler, nous devons réfléchir stratégiquement, » a dit tante Marguerite. « À ta mère d'abord, à un moment où ton grand-père ne sera pas dans les parages, et nous avons besoin de preuves. » « Des preuves? Oui. Les cadeaux qu'il t'a donnés, tu en as gardé? » « Tous, ai-je répondu, dans le cerisier creux au fond de la cour. »« Bien, très bien. Ça va aider quand tu parleras. Parce qu'ils vont essayer de te discréditer, Marlou. Ils vont dire que tu as tout inventé. » La réalité de ces mots m'a frappé comme un coup de poing. Même avec des preuves, même enceinte, il y avait de grandes chances que la parole d'une fille de 14 ans ne l'emporte pas sur celle d'un homme respecté comme mon grand-père. « Et si personne ne me croit ?» ai-je demandé, la voix presque inaudible. « Moi je te crois, » a-t-elle répondu, tenant mes mains entre les siennes. « Et c'est déjà un début. En plus, cet enfant en toi est la preuve vivante de ce qui s'est passé. Quand il naîtra, si nécessaire, un examen peut prouver qui est le père. Je ne savais pas que de tels examens existaient à cette époque, mais la confiance de tante Marguerite m'a donné de la force. Nous avons convenu que je reviendrais dans 2 jours avec ma décision.
sur le chemin du retour vers le domaine, je me sentais différente. La peur était toujours là, mais il y avait aussi quelque chose de nouveau. La possibilité d'un avenir au-delà de ces murs qui m'emprisonnaient depuis 7 ans. Quand je suis arrivée à la maison, personne n'avait remarqué mon absence. Grand-mère Joséphine était dans la cuisine, préparant des conserves de pêche. Ma mère était allée au bourg avec mon père. Et grand-père Auguste? Où étais-tu, Marlou? Sa voix m'a prise par surprise. Il était assis sur la terrasse latérale, partiellement caché par la vigne qui couvrait la tonnelle. J'ai dégluti. Je suis allée me promener, grand-père, jusqu'au ruisseau. Ses yeux m'ont analysé de haut en bas, s'arrêtant une seconde de plus sur ma taille. Seule? Tu sais que je n'aime pas quand tu sors sans prévenir. Pardon, ai-je murmuré, tête baissée, feignant la soumission comme j'avais appris à le faire. Viens ici. Ces 2 mots simples ont déclenché la panique habituelle en moi. Mais quelque chose avait changé. La rencontre avec tante Marguerite avait planté une graine de résistance qui commençait maintenant à germer. Je ne peux pas maintenant, grand-père. Grand-mère m'a demandé d'aider avec les conserves. C'était un mensonge, bien sûr, mais dit avec tant de conviction que j'en ai été surprise moi-même. Il a semblé momentanément déconcerté par ce refus, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Ne m'oblige pas à répéter, petite. J'ai dégluti, sentant mon cœur battre si fort que j'ai pensé qu'il pourrait l'entendre. Pour la première fois de ma vie, j'ai soutenu son regard. On parlera plus tard, grand-père. Grand-mère m'attend. Et sans attendre de réponse, je suis rapidement entrée dans la maison, me dirigeant droit vers la cuisine où était ma grand-mère. Je savais qu'il ne tenterait rien avec des témoins dans les parages. Cette petite désobéissance, ce minuscule acte de résistance, m'a donné une sensation de pouvoir que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Mais je savais que les représailles viendraient. Et elles sont venues, cette même nuit. Je sortais de la salle de bain quand il m'a coincé dans le couloir sombre. « Qui tu crois être pour me défier ?» a-t-il chuchoté, son haleine avec une odeur de café et de tabac frappant mon visage. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » ai-je répondu, essayant de passer devant lui. Sa main a saisi mon bras avec assez de force pour laisser des marques. « Attention, Marlou, tu ne vas pas vouloir que je raconte à tes parents tes dévergondages. »« Raconter quoi exactement, grand-père ?» ai-je demandé, sentant un courage que je ne savais pas avoir. Il a approché son visage du mien, les yeux plissés en fente de fureur. « Que tu vas retrouver des garçons par-ci par-là, que ce ventre qui commence à paraître est le résultat de tes cochonneries. » Alors il savait, ou au moins soupçonnait la grossesse. « Je n'ai rien fait de tout ça, » ai-je répondu, la voix tremblante. « Et qui va croire? Toi, une fille connue pour son imagination fertile, ou moi ?» C'était la question qui me tourmentait depuis des années. La réponse avait toujours été claire, personne ne me croirait contre lui. Mais maintenant, quelque chose avait changé. Ils me croiront quand ils verront tous les cadeaux que vous m'avez donnés après chaque agression. Ai-je dit pas, mais ferme. Ils croiront quand ils sauront que cet enfant que j'attends a votre sang, grand-père. C'était comme si je lui avais jeté un seau d'eau froide. Ses yeux se sont écarquillés et pendant un instant, un bref, glorieux instant, j'ai vu la peur se refléter en eux. Mais bientôt l'expression s'est transformée en quelque chose d'encore plus effrayant, un calcul froid. « Tu ne serais pas si stupide » a-t-il sifflé. « Je n'ai plus rien à perdre » ai-je répondu. Il m'a lâché brusquement, comme si mon bras était en braise. « Réfléchis bien, Marlou. Si cette histoire absurde venait au jour, ce serait la fin de cette famille. Tes parents ne supporteraient pas le scandale. Ta grand-mère mourrait de chagrin. C'est ça que tu veux? » La culpabilité, son arme favorite au fil des années, brandit une fois de plus. Mais cette fois, j'étais prête. La fin de cette famille a commencé il y a 7 ans, quand vous êtes entré dans ma chambre pour la première fois. Et sans attendre de réponse, je suis entrée dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte, quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je l'ai entendu rester de l'autre côté pendant quelques minutes,
respirant lourdement avant de s'éloigner. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je savais que j'avais franchi une ligne dangereuse. Mon grand-père n'était pas homme à tolérer les défis à son autorité. Et je venais de lancer le plus grand de tous, la menace d'exposer ses crimes. Les 2 jours suivants, nous avons vécu une étrange danse d'évitement. Il ne s'approchait plus de moi, mais ses yeux me suivaient constamment, calculant, planifiant. J'ai commencé à dormir avec une chaise contre la porte et un couteau que j'avais pris en cachette dans la cuisine sous l'oreiller. Le 3e jour, comme convenu, je suis retournée chez tante Marguerite. Cette fois, j'ai fait plus attention à ne pas être suivie. J'ai zigzagué par des chemins moins fréquentés, me suis cachée derrière des buissons au moindre bruit suspect. J'ai décidé de le dire à ma mère, ai-je annoncé dès que tante Marguerite a ouvert la porte. Quand? Demain. Mon père va emmener mon grand-père au bourg pour régler des affaires à la banque. Il n'y aura que moi, ma mère et ma grand-mère à la maison. Et tu as un plan? J'ai acquiescé. Je vais lui montrer tous les cadeaux que j'ai gardés. Je vais tout expliquer depuis le début. Et si elle ne me croit pas? J'ai hésité. Si elle ne me croit pas, je viendrai ici et j'accepterai votre offre de m'envoyer à Lyon. Tante Marguerite a acquiescé gravement. Je t'attendrai, quel que soit le résultat. Et Marlou? Elle a pris mes mains entre les siennes. Je suis fière de toi. Ces mots simples ont failli me faire craquer. Pendant si longtemps, j'avais porté la honte, la culpabilité, la peur. Et maintenant, cette femme forte et sage disait qu'elle était fière de moi. J'ai senti quelque chose de chaud et réconfortant se répandre dans ma poitrine, l'espoir. De retour au domaine, j'ai passé l'après-midi à me préparer mentalement pour le lendemain. Je suis allée jusqu'au cerisier creux et j'ai vérifié que tous les cadeaux étaient encore là. Les rubans pour cheveux, les poupées, les robes, la montre en argent, les boucles d'oreilles, preuve tangible du prix de mon silence au fil des années. J'étais si absorbée à compter et organiser les objets que je n'ai pas entendu les pas s'approcher jusqu'à ce qu'il soit trop tard. « Qu'est-ce que tu fais là, ma fille ?» J'ai gelé. C'était la voix de grand-mère Joséphine. J'ai rapidement caché ce que je pouvais dans la cachette, mais elle avait déjà vu. « Rien, grand-mère, » ai-je répondu, me tournant pour lui faire face. Ma grand-mère, toujours si douce et religieuse, me regardait avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer. Ce n'était ni de la colère, ni de la méfiance. C'était quelque chose de plus complexe, de plus troublant. « Ne me mens pas, Marlou, » a-t-elle dit doucement. « J'ai vu ce que tu cachais là. » Mon cœur battait si fort que j'avais du mal à respirer. « Ce sont juste des affaires à moi, » ai-je essayé d'expliquer. « Je reconnais ces cadeaux, » a-t-elle continué, comme si je n'avais pas parlé. « C'est Auguste qui te les a donnés, n'est-ce pas ?» La question m'a prise si au dépourvu que je n'ai pas pu répondre. Un silence pesant s'est installé entre nous, et dans ce silence, nous avons communiqué plus que des mots n'auraient pu exprimer. Ses yeux, vieux et fatigués, semblaient se dire « Je sais, j'ai toujours su. »« Tu n'es pas la première, » a-t-elle finalement dit, si bas que j'ai à peine entendu. Ces 4 mots sont tombés comme des pierres dans ma conscience. Je ne suis pas la première. Qui d'autre? Depuis quand savait-elle? Pourquoi n'avait-elle jamais empêché? Grand-mère, ai-je commencé, sans savoir comment continuer. Qu'est-ce qui se passe ici? Une 3e voix s'est jointe à la conversation. Mon grand-père se tenait à quelques mètres, son visage un masque de colère contenue. Rien, Auguste, a répondu ma grand-mère rapidement. Nous discutions simplement. De quoi? A-t-il insisté, s'approchant. Affaire de femme, a répondu Joséphine, se plaçant subtilement entre lui et moi. J'enseigne la broderie à Marlou. C'était un mensonge évident. Il n'y avait aucun matériel de broderie en vue. Mais mon grand-père a semblé l'accepter, bien que ses yeux restent méfiants. Bien, il commence à se faire tard. Marlou doit aider sa mère pour le dîner. Oui, grand-père,
ai-je répondu automatiquement, l'habitude d'obéissance encore forte. Pendant que nous marchions de retour vers la maison, séparés de quelques pas, j'ai senti le regard de ma grand-mère dans mon dos. Un regard lourd de secret, de complicité et peut-être de regret. Cette nuit-là, j'ai encore eu du mal à dormir. Les mots de ma grand-mère résonnaient dans mon esprit. Tu n'es pas la première. Qu'est-ce que cela signifiait? Mes cousines aussi? Ou peut-être ma propre mère? L'idée était trop terrible à envisager. Le matin suivant, le moment que je redoutais et espérais à la fois est arrivé. Comme prévu, mon père et mon grand-père sont partis tôt pour aller au bourg. Il ne resterait que nous, les femmes, au domaine. J'ai attendu que ma mère soit seule, s'occupant des plantes dans le jardin de derrière, son passe-temps favori. Je me suis approchée avec le cœur battant si fort que je pensais qu'il pourrait sortir de ma poitrine. « Maman », ai-je appelé doucement. « Je peux vous parler ?»« Bien sûr, ma fille », a-t-elle répondu sans lever les yeux du rosier qu'elle taillait. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est quelque chose d'important et de difficile. » Quelque chose dans mon ton a dû attirer son attention, car elle a finalement levé les yeux, me regardant avec curiosité. « Je suis enceinte », ai-je dit d'un coup. Le sécateur est tombé de ses mains, faisant un bruit métallique en touchant le sol de pierre. « Quoi ?» s'est-elle exclamée, le visage perdant toute couleur. « Mais comment? Qui ?»« Grand-père Auguste », ai-je répondu, ressentant un étrange soulagement à dire enfin cela à haute voix. « Il abuse de moi depuis que j'ai 7 ans. » Le choc sur son visage aurait été presque comique si la situation n'avait pas été si tragique. Elle a ouvert et fermé la bouche plusieurs fois, comme un poisson hors de l'eau, incapable de formuler une réponse. « Ce n'est pas vrai », a-t-elle finalement réussi à dire. « Tu inventes, Smarlou. Pourquoi dirais-tu une chose pareille ?»« J'ai des preuves, » ai-je répondu, préparée à cette réaction. Tous les cadeaux qu'il m'a donnés après chaque agression, j'ai tout gardé. Des cadeaux? Quels cadeaux? Venez avec moi. Ne sachant pas si elle me suivrait, j'ai marché vers le cerisier. À mon soulagement, j'ai entendu ses pas derrière moi. Quand nous sommes arrivés à la cachette, je me suis agenouillée et j'ai commencé à sortir les objets un par un. Cette robe rose, je l'ai reçue quand j'ai eu 10 ans, après qu'il m'ait emmenée à la maison abandonnée du régisseur. Cette poupée de porcelaine est venue après la fois dans la grange. Cette montre en argent. J'ai hésité. Le souvenir encore frais et douloureux. C'était quand il m'a fait si mal que j'ai saigné pour la première fois. Ma mère observait tout avec une expression qui allait du choc à l'incrédulité et finalement à une terrible compréhension. Elle a pris la montre en argent avec des mains tremblantes. « Je l'ai vu l'acheter au bourg », a-t-elle murmuré. « Il a dit que c'était pour l'anniversaire d'une amie. C'était pour acheter mon silence, maman. Comme toutes ces choses. » Des larmes ont commencé à couler sur son visage, silencieuses d'abord, puis en sanglots incontrôlables. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» a-t-elle demandé entre les lamentations. J'ai essayé, plusieurs fois, mais personne ne voulait entendre. Personne ne voulait voir. « Mon Dieu !» répétait-elle, se balançant d'avant en arrière. « Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous laissé arriver ?» Son désespoir était authentique, j'ai réalisé. Elle ne savait vraiment pas? Ou avait-elle simplement choisi de ne pas voir? À ce moment-là, peu importait. Ce qui comptait, c'était qu'elle me croyait maintenant. « Qu'allons-nous faire ?» ai-je demandé, incertaine de la prochaine étape. Avant qu'elle puisse répondre, une ombre est tombée sur nous. « Oui, Brigitte, qu'allons-nous faire ?» C'était grand-père Auguste, debout à quelques pas de distance. Son visage était calme, mais ses yeux brûlaient d'une fureur glacée. À ses côtés se tenait mon père, le visage masque de confusion. « Vous n'étiez pas parti au bourg ?» a demandé ma mère, se plaçant instinctivement entre eux et moi. « La voiture est tombée en panne juste à la sortie du domaine », a répondu mon père. « Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi pleurez-vous? Et qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Il a pointé vers le tas de cadeaux éparpillés au sol. Un silence tendu est tombé sur nous 4. C'était le moment de vérité, littéralement.
Ce qui serait révélé dans les prochaines minutes changerait nos vies à jamais. Ma mère, à ma surprise, a été la première à parler. « Antoine », a-t-elle commencé, la voix tremblante mais déterminée. « Nous devons parler. C'est à propos de ton père et de Marlou. » J'ai regardé le visage de mon grand-père, m'attendant à voir de la peur, peut-être de la panique. Au lieu de cela, j'ai vu quelque chose de beaucoup plus effrayant, de la confiance. Comme si, même maintenant, confronté à la vérité, il croyait encore pouvoir contrôler la situation. Et peut-être le pouvait-il. Ce qui s'est passé ensuite était comme une scène de cauchemar au ralenti. Ma mère a commencé à expliquer, hésitante d'abord, puis avec une conviction croissante. Mon père écoutait, son visage passant de la confusion à l'incrédulité, et finalement à une horreur indescriptible. « Ça ne peut pas être vrai », a-t-il murmuré, regardant son propre père comme s'il le voyait pour la première fois. « Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Auguste est resté calme, presque indifférent. « Bien sûr que ce n'est pas vrai, mon fils. La petite a toujours eu l'imagination fertile. Et maintenant qu'elle s'est mise dans le pétrin, elle essaie de me faire porter le chapeau. »« Quel pétrin ?» a demandé mon père confus. « Elle est enceinte, Antoine, » a répondu ma mère, les mots sortant comme s'ils étaient physiquement douloureux. « Enceinte ?» Mon père semblait trop sonné pour tout traiter. Il m'a regardé comme si j'étais une inconnue. « De qui ?» Avant que je puisse répondre, grand-père Auguste s'est avancé. « Qui c'est ? La petite traîne partout. Je l'ai déjà surprise plusieurs fois rentrant tard à la maison, et maintenant elle veut me faire porter le chapeau. C'est absurde. »« Je dis la vérité, » ai-je crié, désespéré. « Pourquoi vous croyez que j'ai gardé toutes ces choses, chaque cadeau après chaque agression ? Demandez à grand-mère Joséphine, elle sait. » Un nouveau silence est tombé sur nous quand j'ai mentionné son nom. Comme invoqué par la discussion, ma grand-mère est apparue sur la terrasse, observant la scène en contrebas avec des yeux fatigués. « Maman » a appelé mon père. « Descendez ici, s'il vous plaît. » Lentement, comme si chaque pas lui coûtait un énorme effort, grand-mère Joséphine a descendu les marches de la terrasse et nous a rejoints. Ses yeux ont parcouru les cadeaux éparpillés au sol, s'arrêtant un moment sur la montre en argent. « Tu savais cela ?» a demandé mon père, la voix presque méconnaissable tant elle était tendue. Grand-mère Joséphine a regardé son mari, puis moi, et finalement mon père. « Je savais » a-t-elle répondu simplement. Ce seul mot est tombé comme la foudre sur nous tous. Mon père a vacillé comme s'il avait reçu un coup physique. Ma mère a porté ses mains à son visage, étouffant un sanglot. Et grand-père Auguste, pour la première fois, j'ai vu la peur authentique dans ses yeux. « Tu mens » a-t-il accusé sa femme, la voix tremblant de colère. « Pourquoi me ferais-tu ça, après toutes ces années ?»« Je suis fatiguée de mentir, Auguste » a-t-elle répondu, paraissant soudain beaucoup plus âgée, mais aussi étrangement soulagée. Fatiguée de faire semblant de ne pas voir ce que tu fais. D'abord Marthe, puis Jeanne, maintenant Marlou. « Qui sont Marthe et Jeanne ?» ai-je demandé confuse. « Mes cousines » a répondu mon père, les yeux fixés sur grand-mère Joséphine. « Elles ont arrêté de venir au domaine quand j'étais adolescent. Maman avait dit qu'on s'était disputé, mais n'avait jamais expliqué pourquoi. » Grand-père Auguste a commencé à reculer lentement, comme un animal acculé. « Vous êtes tous fous » a-t-il sifflé. « Vous conspirez contre moi, après tout ce que j'ai fait pour cette famille. Ça suffit !» La voix de mon père a explosé si fort que nous avons tous reculé d'un pas. Je ne l'avais jamais vu ainsi, rouge de fureur, les poings serrés si fort que les jointures étaient les blanches. Assez de mensonges. Ce qui s'est passé ensuite était si rapide que j'ai à peine pu l'enregistrer. Mon père s'est avancé vers grand-père Auguste, l'attrapant par le col de la chemise. J'ai vu l'éclat de quelque chose de métallique, le sécateur que ma mère avait laissé tomber. Et puis du sang, beaucoup de sang. Je ne sais pas qui a crié en premier, peut-être nous toutes.
Ma mère m'a tiré loin, tandis que grand-mère Joséphine courait vers les 2 hommes qui luttaient maintenant au sol. Cet après-midi chaotique, le ciel bleu de Dordogne a été témoin de la fin définitive d'un secret qui avait corrompu notre famille pendant des générations. Quand les autorités sont finalement arrivées, appelées par le régisseur qui avait entendu les cris, elles ont trouvé une scène qu'aucun de nous n'oublierait jamais. Le sang de grand-père Auguste tachait la terre de la cour où j'avais joué pendant toute mon enfance. Le sécateur, instrument d'un travail honnête dans les mains de ma mère, était devenu une arme dans les mains de mon père. Un seul coup, porté dans un moment de fureur aveugle, pas pour tuer, mais suffisant pour blesser gravement le patriarche qui avait été si longtemps intouchable. Le chaos qui a suivi ressemblait à un cauchemar au ralenti. Les cris de ma grand-mère, ma mère m'éloignant de la scène, protégeant mes yeux comme si j'étais encore un enfant innocent qu'il fallait épargner. Le régisseur courant vers nous, alerté par les cris, et puis les sirènes au loin, annonçant que notre secret familial avait finalement échappé au monde. « Il va s'en sortir ?» ai-je demandé des heures plus tard, assise dans la cuisine de tante Marguerite, où ma mère m'avait emmenée pendant que les policiers et le médecin du village occupèrent notre maison. « Oui », a répondu tante Marguerite, avec une expression difficile à lire. La blessure était sérieuse, mais pas mortelle. Elle a touché l'épaule, loin de tout organe vital. Je ne savais pas quoi ressentir. Du soulagement parce que mon père ne serait pas accusé de meurtre, de la déception parce que mon tortionnaire restait vivant, de la honte de seulement envisager une telle pensée. Mes émotions étaient trop embrouillées pour en distinguer une de l'autre. Et mon père ? Il est détenu au commissariat, a-t-elle répondu doucement. Mais le commissaire Pierre est ami de la famille depuis des années. Il comprend. Les circonstances atténuantes. Circonstances atténuantes. Une expression si formelle, si distante pour décrire l'enfer que j'avais vécu pendant 7 ans. Qu'est-ce qui va nous arriver maintenant ? Ai-je demandé, la voix presque inaudible. Tante Marguerite a soupiré profondément, ses mains ridées serrant les miennes. La vérité a un prix, Marlou, un prix élevé. Mais le silence coûte encore plus cher. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis de chez tante Marguerite. C'était la première fois en années que j'arrivais à fermer les yeux, sans craindre que la porte s'ouvre silencieusement dans l'obscurité. Les jours qui ont suivi ont été un tourbillon. La nouvelle s'est répandue dans la petite ville comme un feu de paille. Le respectable Auguste Moreau a bu sur sa propre petite-fille, grossesse, tentative d'homicide. Les chuchotements nous suivaient partout où nous allions. Des voisins qui nous saluaient avant avec des sourires fermaient maintenant leurs rideaux quand nous passions. Après la messe dominicale, un couloir de silence s'est formé quand ma mère et moi avons traversé le parvis de l'église. Quelques dames âgées sont même allées jusqu'à s'écarter comme si notre disgrâce était contagieuse. Pensez-vous que mon grand-père devrait faire face aux conséquences légales devant la justice pour les abus commis, ou cela ne ferait qu'augmenter le scandale et la souffrance de la famille? Partagez votre opinion en commentaire. Tous n'ont pas réagi avec rejet. Il y a aussi eu ceux qui ont offert leur soutien, discret, silencieux, mais sincère. L'institutrice Dubois, qui m'a apporté des livres pour occuper l'esprit. Le boulanger qui insistait pour donner un pain au lait supplémentaire chaque fois que ma mère allait acheter. Et surprenant, le père Michel, qui est venu personnellement chez tante Marguerite pour demander mon pardon. « J'aurais dû faire plus ce jour-là au confessionnal », a-t-il dit, la tête baissée dans un repentir authentique. « J'aurais dû enquêter, te protéger. J'ai failli comme prêtre et comme être humain. » Sa visite m'a fait réaliser quelque chose d'important. Pour chaque personne qui nous jugeait, il y en avait une autre prête à apprendre, à grandir, à faire mieux. Peut-être était-ce là la graine d'un changement réel, plus grand que notre propre tragédie familiale. Une semaine après l'incident, mon père a été libéré. Les accusations de tentative d'homicide ont été réduites à coups et blessures, considérant les circonstances exceptionnelles de l'affaire.
il est rentré à la maison homme différent, plus âgé, plus silencieux, portant sur ses épaules le poids d'une double culpabilité, d'avoir presque tué son propre père et de n'avoir pas su protéger sa propre fille. « J'aurais dû m'en apercevoir », m'a-t-il dit la première nuit après son retour, assis sur la terrasse sous un ciel étoilé. Il y avait des signes, tant de signes. Moi non plus je ne m'en suis pas aperçu au début, ai-je répondu, essayant d'alléger un peu sa douleur. Et ça m'arrivait à moi. Il a pris mes mains dans les siennes, rugueuses et calleuses d'une vie de dur labeur. « Tu me pardonnes, ma fille ?» Sa voix s'est brisée sur le dernier mot. « Il n'y a rien à pardonner, papa. Nous avons tous les deux été ses victimes, de manière différente. » C'était vrai. Grand-père Auguste ne m'avait pas seulement abusé physiquement, mais avait aussi abusé émotionnellement de toute la famille pendant des années. Son contrôle, sa manipulation, son pouvoir, tout cela nous avait maintenus prisonniers, même ceux qui ne souffraient pas directement de ses mains. Quant à grand-père Auguste, il a été transféré dans un hôpital de la capitale dès que son état l'a permis, officiellement pour traitement spécialisé, officieusement pour le protéger de la fureur de la communauté qui, passé le choc initial, avait commencé à se retourner contre lui. Quelques langues bien pendues ont suggéré que le commissaire l'avait envoyé au loin pour éviter un lynchage. Avec lui physiquement retiré de notre vie, nous avons lentement commencé à reconstruire ce qui restait de notre famille. Grand-mère Joséphine, qui pendant tant d'années s'était cachée derrière un silence complice, a retrouvé sa voix. Un après-midi, pendant qu'elle étendait des draps sur le fil, elle m'a finalement parlé de Marthe et Jeanne, mes cousines qui avaient arrêté de visiter le domaine quand elles étaient adolescentes. Elles ont essayé de me le dire, a dit grand-mère, les mains tremblantes, pliant et dépliant le même drap répétitivement. Mais je n'ai pas voulu écouter. Je ne pouvais pas croire que l'homme avec qui j'étais mariée depuis 40 ans, que le père de mes enfants, pourquoi êtes-vous resté avec lui alors ? Ai-je demandé, n'arrivant pas à contenir l'accusation dans ma voix. Elle a regardé l'horizon, au-delà des vignobles où le soleil commençait à se coucher. La peur, la honte, la dépendance. Chaque mot sortait comme s'il lui coûtait un énorme effort. Nous n'avions nulle part où aller, aucun moyen de nous débrouiller seuls. Et il y avait le scandale, la honte publique, et l'Église, ai-je continué pour elle. Les gens auraient dit que c'était votre faute de ne pas être une bonne épouse. Elle a acquiescé, des larmes silencieuses coulant sur son visage vieilli. Je ne demande pas ton pardon, Marlou. Je ne le mérite pas. Je veux seulement que tu saches que je regrette. Je regrette tellement. Je n'ai pas répondu immédiatement. Le pardon est un voyage complexe, pas une destination qu'on atteint facilement. Mais à ce moment-là, j'ai senti que nous pouvions au moins commencer à marcher dans la bonne direction. Un jour, ai-je finalement dit, peut-être pourrons-nous reparler de ça. Pour l'instant, nous pouvons seulement essayer de faire mieux dorénavant. Si vous connaissez quelqu'un qui fait face à une situation d'abus, s'il vous plaît, laissez votre like et abonnez-vous à cette chaîne pour aider à diffuser cette alerte. Partager ces histoires peut sauver des vies et interrompre des cycles de violence qui restent souvent cachés. À mesure que mon ventre grandissait, une nouvelle préoccupation surgissait. Que faire avec l'enfant à venir? Un enfant conçu dans la violence, fruit d'un crime odieux. Un enfant innocent qui, cependant, porterait à jamais le poids génétique de l'homme qui avait détruit mon enfance. Quelles sont mes options? Ai-je demandé à tante Marguerite un jour particulièrement difficile, quand les mouvements du bébé sont devenus impossibles à ignorer. Tu pourrais le donner en adoption, a-t-elle répondu avec honnêteté. Je connais un couple à Lyon, de bonnes personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Ils donneraient de l'amour et une vie digne à cet enfant, loin de tout ce scandale. L'idée était sensée, donner à l'enfant une chance de commencer sans le poids de cette histoire terrible. Ou, a continué tante Marguerite, tu pourrais garder le bébé. Ce serait difficile, surtout au début. Les gens parleraient, mais avec le temps, les rumeurs seraient remplacées par de nouveaux scandales, de nouveaux ragots. Et l'enfant, comment lui expliquerais-je qui est son père?
la vérité, quand il sera prêt à l'entendre. Sans ça, nous ne faisons que perpétuer plus de cycles de secrets et de douleurs. J'ai passé des semaines à agoniser sur cette décision. Chaque fois que je sentais le bébé bouger, mon cœur se partageait entre l'amour instinctif de mère et la terreur de regarder cet enfant et voir les traits de mon tortionnaire. Au 5e mois, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une lettre est arrivée, adressée à moi. L'expéditeur était un hôpital de Lyon. À l'intérieur, un bref message écrit d'une calligraphie tremblante. « Marlou, je meurs. Les médecins disent que le cancer est très avancé. Je ne demande pas pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Je veux seulement que tu saches que j'ai signé les papiers confessant tout. J'ai déclaré devant la justice ce que j'ai fait avec toi, avec Marthe, avec Jeanne. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est ce que je peux offrir maintenant. Auguste. » La lettre apportait plus de questions que de réponses. Pourquoi cette confession maintenant? Remords authentique ou simplement peur du jugement divin à l'approche de la mort? Je ne le saurais jamais avec certitude. Mais une chose était claire, avec cette confession, au moins la vérité était officiellement enregistrée. Personne ne pourrait plus douter de ma parole. 2 semaines plus tard, la nouvelle est arrivée. Auguste Moreau était décédé de complications du cancer qu'il cachait apparemment depuis des années. Une fin anticlimactique pour un homme qui avait causé tant de souffrance. Sa mort a apporté une sensation étrange, pas exactement du soulagement, pas exactement la paix, mais quelque chose ressemblant au silence qui vient après une tempête violente. Le danger était passé, mais la destruction demeurait, exigeant reconstruction. Le jour de l'enterrement, seul mon père s'est présenté, plus par obligation sociale que par deuil authentique. Le reste de la famille est resté à la maison, dans un silence qui en disait plus que des mots. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision concernant le bébé. L'enfant méritait une chance de vie sans les ombres qui planaient sur notre famille. En parlant avec ma mère et tante Marguerite, nous avons décidé que l'adoption serait le meilleur chemin, non seulement pour le bébé, mais aussi pour ma propre guérison et mon avenir. J'ai 15 ans, ai-je dit à ma mère. Je veux retourner étudier, essayer d'avoir une sorte de vie normale si c'est possible. C'est possible, a-t-elle répondu, tenant mes mains fermement. Ça prendra du temps, ça fera mal, mais c'est possible. Et nous serons avec toi à chaque étape. Le processus de guérison n'a pas été linéaire. Il y avait de bons jours, quand j'arrivais à sourire en entendant un oiseau chanter, ou quand j'arrivais à lire un livre entier sans que mon esprit divague vers des endroits sombres. Et il y avait de mauvais jours, quand la simple odeur de tabac d'un ouvrier qui passait me figeait de terreur, ou quand je me réveillais en criant de cauchemars si vifs qu'ils semblaient réels. Une des choses les plus difficiles a été d'apprendre à faire confiance à nouveau. Confiance aux hommes, aux autorités, à moi-même. Tante Marguerite m'a présenté à une dame du village voisin, Madame Cécile, qui avait étudié la psychologie à Paris avant de revenir en province. Nos conversations hebdomadaires ont été fondamentales pour ma guérison. Le traumatisme est comme une blessure profonde, expliquait Madame Cécile. Elle cicatrise avec le temps et les soins appropriés, mais la cicatrice demeure. Notre objectif n'est pas d'effacer ce qui s'est passé, mais d'apprendre à vivre malgré cela, et éventuellement grâce à cela. Que diriez-vous à quelqu'un qui traverse un traumatisme similaire? Quels mots de soutien ou conseils offririez-vous? Partagez en commentaire pour que nous puissions aider des personnes qui font face à des situations difficiles. Au 7e mois de grossesse, mon ventre ne pouvait plus être caché par des vêtements amples ou des tabliers. Pour éviter plus de ragots et de regards jugeants, mes parents ont décidé de m'envoyer temporairement chez la sœur de tante Marguerite, à Lyon. Là, loin des regards familiers, je pourrais avoir le bébé en paix et organiser le processus d'adoption. La capitale régionale était un monde complètement différent de notre petit village. Tant de voitures, tant de gens, tant d'immeubles hauts. Par moments,
Je me permettais d'oublier tout et simplement de m'émerveiller devant les vitrines, les cinémas, les gens si différents en marchant pressés sans se connaître. Madame Isabelle, sœur de tante Marguerite, était une dame veuve qui vivait seule dans un appartement modeste mais confortable au centre-ville. Elle m'a accueilli sans jugement, créant un espace sûr où je pourrais simplement être une adolescente enceinte, pas la petite fille abusée d'Auguste Moreau. « Tout le monde a une histoire, petite », m'a-t-elle dit en me montrant ma chambre. « Certaines plus douloureuses que d'autres. L'important, c'est que tu écris un nouveau chapitre maintenant. » Les 2 mois que j'ai passés à Lyon ont été une pause bienvenue de la tension constante qui était devenue notre vie au domaine. Pour la première fois, j'ai pu contempler un avenir au-delà de la grossesse, au-delà du traumatisme. J'ai recommencé à rêver d'études, de profession, peut-être même d'une famille à moi un jour quand je serai prête. L'accouchement est venu 1 semaine avant la date prévue. Après des heures de douleur qui semblaient interminables, j'ai tenu dans mes bras une petite fille saine. J'ai regardé son petit visage, cherchant anxieusement des traits d'Auguste, préparé à la vague de répulsion que je craignais de ressentir. Au lieu de cela, je n'ai trouvé que l'innocence. Des yeux curieux, des joues rondes, de minuscules doigts qui se fermaient instinctivement autour du mien. Elle n'est pas coupable, ai-je chuchoté, les larmes coulant sur mon visage. Elle n'a absolument aucune faute. Pendant 3 jours, j'ai pris soin de cette petite vie. Je l'ai allaitée, bercée, mémorisé chaque détail de son visage. Je savais que c'était nos derniers moments ensemble. Le 4e jour, le couple que tante Marguerite avait mentionné est venu la chercher. C'était de bonnes personnes, n'importe qui pouvait le voir. Charles, professeur d'université, et Régine, pédiatre. Mariés depuis 10 ans, sans arriver à avoir d'enfants. Dans leurs yeux, j'ai vu la gratitude mélangée à un bonheur presque incontrôlable. Nous l'aimerons comme si c'était la nôtre, a promis Régine, tenant mes mains. Et quand elle sera assez grande pour comprendre, nous lui dirons que sa mère biologique était la personne la plus courageuse que nous ayons jamais connue. La remise a été le moment le plus difficile et le plus libérateur de ma vie. J'ai mis dans ses petits bras la médaille de Sainte Thérèse que j'avais portée depuis le baptême, un symbole de protection qui, bien qu'il n'ait pas fonctionné pour moi, pourrait peut-être la protéger dans sa nouvelle vie. Elle s'appelle Laure, ai-je dit en la remettant à Régine. Ça signifie celle qui a vaincu. Je suis retournée au domaine 1 semaine plus tard, physiquement remise de l'accouchement, bien qu'émotionnellement encore fragile. La première vue de la grande maison au sommet de la colline a apporté un mélange d'émotions conflictuelles. C'était mon foyer, mais cela avait aussi été ma prison. Maintenant, sans la présence menaçante de grand-père Auguste, pourrait-il redevenir simplement un foyer? La vie rurale avait continué son rythme immuable pendant mon absence. Les vignes avaient été vendangées, les vaches traites, les poules nourries. Mais notre famille ne serait plus jamais la même. Nous étions des survivants maintenant, portant des cicatrices visibles et invisibles qui racontaient notre histoire. Grand-mère Joséphine avait vieilli de 10 ans en quelques mois. La culpabilité et le remords pesaient sur elle comme une cape invisible. Mon père travaillait de l'aube au crépuscule, comme s'il tentait d'exorciser ses démons par un labeur physique épuisant. Et ma mère alternait entre des périodes de surprotection envers moi et des crises de larmes qui venaient sans prévenir. Nous avions tous un long chemin de guérison devant nous, mais au moins maintenant nous marchions ensemble, sans secret entre nous. Je veux reprendre mes études, ai-je annoncé pendant le dîner, 1 semaine après mon retour. Je veux finir l'école et peut-être aller à l'université après. Mon père a lâché sa fourchette, surpris. Dans notre réalité rurale des années 1960, les filles poursuivaient rarement leurs études, au-delà du minimum nécessaire. L'université, a-t-il répété, comme s'il testait le mot. Ça voudrait dire aller en ville. Oui, ai-je confirmé, sentant une détermination que je ne savais pas posséder. Lyon, probablement. J'ai aimé là-bas.
C'est un endroit où je peux recommencer sans que tout le monde connaisse mon histoire. Il y a eu un moment de silence, tandis que l'idée planait au-dessus de la table. « Qu'est-ce que tu aimerais étudier ?» a finalement demandé ma mère. « Le droit », ai-je répondu sans hésiter, me surprenant moi-même par la rapidité de la réponse. Je veux aider les gens qui n'ont pas de voix, des gens comme j'étais. Un autre silence, et puis mon père a fait quelque chose qui m'a surprise. Il s'est levé, a marché jusqu'où j'étais assise, et s'est agenouillé à mes côtés, se mettant au niveau de mes yeux. « Nous y arriverons », a-t-il dit, avec une détermination qui faisait écho à la mienne. « Nous vendrons une partie du domaine s'il le faut, mais tu auras cette chance. » Ce moment a marqué un tournant non seulement pour moi, mais pour toute notre famille. C'était comme si, pour la première fois, nous regardions vraiment vers l'avenir au lieu d'être prisonniers du passé. Les mois suivants ont été de préparation. J'ai étudié intensément pour rattraper le temps perdu à l'école. J'ai appris à gérer les regards et chuchotements qui, bien qu'ayant diminué avec le temps, ne disparaissaient jamais complètement dans notre petite communauté. Tante Marguerite est devenue une présence constante dans notre maison, apportant non seulement ses connaissances d'herbes et de soins, mais aussi une sagesse de vie qui transcendait toute éducation formelle. C'est elle qui a suggéré que je commence à écrire mes expériences, pas pour publication, mais comme façon de les traiter et éventuellement de les laisser derrière moi. La douleur qui ne trouve pas d'expression finit par nous consumer de l'intérieur, a-t-elle expliqué, me tendant un cahier à couverture rigide. Mets sur papier ce que tu n'arrives pas à dire à voix haute. J'ai commencé hésitante, incertaine de comment aborder des souvenirs si douloureux. Mais bientôt les mots coulaient plus librement que les larmes. Page après page, j'ai exorcisé les démons de mon passé. Certaines nuits, j'écrivais jusqu'à ce que mes doigts me fassent mal. D'autres, j'arrivais à peine à compléter une phrase avant que les larmes emburent ma vision. J'ai alors réalisé que mon histoire, aussi unique qu'elle puisse paraître dans notre petit village, n'était en réalité qu'une parmi des milliers. Combien d'autres filles souffraient en silence à travers tout le pays? Combien d'autres familles étaient corrompues par des secrets similaires? Un jour, me suis-je promise, je ferai quelque chose pour changer ça. Le jour où j'ai reçu la lettre d'acceptation à la faculté de droit a été le plus heureux depuis la naissance de Laure. Ma famille a organisé un petit déjeuner de célébration avec gâteaux et fleurs cueillies du jardin. Même grand-mère Joséphine a souri genuinement pour la première fois en moi. « Je suis fière de toi, Marlou », a-t-elle dit, tenant ma main avec ses mains ridées. « Tu es plus forte que n'importe qui d'entre nous. » « J'ai appris cette force avec vous, » ai-je répondu, sentant que malgré tout, nous étions encore une famille, brisée, rapiécée, mais ensemble d'une façon qui n'était plus basée sur des mensonges. La veille de mon départ pour Lyon, j'ai visité le cimetière où grand-père Auguste était enterré. Pas par nostalgie ou pardon, certaines blessures sont trop profondes pour vraiment cicatriser, mais pour marquer symboliquement la fin d'un chapitre de ma vie. Je suis restée devant la pierre tombale simple, sentant la brise douce de fin d'après-midi bouger mes cheveux. Je n'ai pas apporté de fleurs. Je n'ai pas versé de larmes. Je suis juste restée là, regardant le nom gravé dans la pierre et pensant à tout ce que j'avais perdu et tout ce que j'avais gagné ces dernières années. « Tu n'as pas gagné », ai-je finalement dit, ma voix basse mais ferme. Je ne permettrai pas que ce que tu as fait définisse qui je suis ou qui je vais devenir. J'ai tourné le dos et marché au loin, sentant un poids invisible quitter mes épaules à chaque pas. Il y avait encore beaucoup devant moi, des années d'études, des défis, probablement plus de douleur et certainement plus de croissance. Mais pour la première fois, j'ai senti que j'étais vraiment libre d'écrire ma propre histoire. Sur le campus de la faculté, personne ne connaissait mon passé. J'étais juste une étudiante de plus, peut-être un peu plus sérieuse, un peu plus déterminée que la plupart, mais libre de l'étiquette de victime que j'avais portée si longtemps. « D'où viens-tu » demandèrent les nouveaux camarades. « D'un domaine en province » répondais-je simplement. « Mais c'est juste où je suis née.
Ce n'est pas qui je suis. Ma nouvelle vie ne faisait que commencer, et devant moi il y avait un long chemin de découverte, de dépassement, et éventuellement un objectif plus grand qui naîtrait de ma propre douleur. Si cette histoire touche votre cœur, s'il vous plaît, restez ici pour ne pas manquer l'épilogue de ce parcours de douleur, de dépassement et d'objectifs renouvelés. Votre présence ici est importante non seulement pour moi, mais pour tant d'autres personnes qui ont vécu des situations similaires et ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Les premiers mois à la faculté de droit ont été un mélange d'émerveillement et de terreur. Moi, une fille de la campagne, qui n'avait jamais vécu loin de sa famille, je me suis retrouvée soudain seule dans la capitale, entourée de gens sophistiqués qui parlaient de politique, philosophie et littérature, avec la même facilité que je discutais de la meilleure époque pour planter les pommes de terre. Ma première semaine a été marquée par des crises de larmes silencieuses dans la petite chambre louée que je partageais avec une autre étudiante. Le bruit constant de la ville, si différent du silence nocturne du domaine, ne me laissait pas dormir. Les professeurs utilisaient des mots que je n'avais jamais entendus, et il y avait toujours cette peur, la peur que quelqu'un découvre mon passé, que les chuchotements et regards jugeants que j'avais laissés derrière moi dans ma ville natale me retrouvent à nouveau. Mais petit à petit, jour après jour, je me suis adaptée. J'ai découvert la bibliothèque de la faculté, un sanctuaire silencieux où je pouvais plonger dans les livres juridiques et rattraper le temps perdu. J'ai fait quelques amis, spécialement Marie-Lucie, ma camarade de chambre, qui avec sa façon expansive et accueillante, m'a aidé à sortir de la coquille protectrice que j'avais construite autour de moi. « Tu dois vivre un peu, Marlou », me disait-elle, essayant de m'entraîner aux fêtes et sorties. Tu ne peux pas passer 4 ans qu'à étudier, mais j'étais déterminée. Chaque page lue, chaque cours suivi, chaque travail rendu était une petite victoire contre tout ce qui avait essayé de me vaincre. Pour moi, étudier n'était pas seulement un moyen d'obtenir un diplôme, c'était un acte de rébellion, une façon de me prouver que je pouvais être plus qu'une victime. En 2e année de faculté, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une professeure de droit pénal, Dr Hélène Campos, m'a demandé de rester après le cours. J'ai remarqué que tu as un intérêt particulier pour les affaires impliquant la violence contre les femmes et les enfants, a-t-elle commenté, se référant à un travail que j'avais récemment présenté. J'aimerais t'inviter à participer à un projet que je coordonne. Le projet, a-t-elle expliqué, consistait à offrir une assistance juridique gratuite aux femmes victimes de violences domestiques dans les quartiers périphériques de Lyon. C'était un travail pionnier pour l'époque. Nous étions au milieu des années 1970, bien avant qu'existe toute législation spécifique sur la violence domestique en France. Je ne sais pas si j'ai assez d'expérience, ai-je hésité. Parfois, l'expérience de vie vaut plus que des années d'études, a-t-elle répondu, avec un regard qui m'a fait soupçonner qu'elle savait plus sur moi qu'elle ne le montrait. J'ai accepté l'invitation, bien sûr. Et c'est là, dans ce petit bureau improvisé dans une association communautaire, en recevant des femmes aux histoires douloureusement familières pour moi, que j'ai trouvé mon véritable objectif. Tu as un don spécial pour ça, a commenté Dr Hélène, après m'avoir observé parler avec une jeune mère qui avait été battue par son mari. Elles te font confiance. Elles sentent que tu comprends vraiment. Et je comprenais, pas seulement théoriquement, mais dans la peau, dans l'âme, dans chaque fibre de mon être. Je savais ce que signifiait être réduite au silence, discréditée, avoir sa souffrance diminuée ou niée. Ma formation a coïncidé avec le début de l'ouverture politique en France, après les événements de mai 68. C'était une période d'effervescence, de nouvelles possibilités. Les mouvements sociaux commençaient à gagner en force, y compris les premiers groupes organisés de femmes luttant pour leurs droits. Au lieu de retourner en province, comme initialement prévu, j'ai accepté une invitation de continuer à travailler avec Dr Hélène, maintenant dans une organisation non gouvernementale qu'elle était en train de fonder. C'est ta chance de transformer ta douleur
en quelque chose de plus grand, m'a-t-elle dit, d'aider à changer la réalité d'autres femmes et fillettes. Les années suivantes ont été de travail intense et gratifiant. Nous avons voyagé dans la campagne française, réalisant des conférences dans des écoles et associations communautaires sur les droits des femmes et des enfants. Nous avons formé des enseignants et professionnels de santé à identifier les signes d'abus. Nous avons fait pression sur les autorités locales pour qu'elles prennent au sérieux les dénonciations de violences domestiques et d'abus d'enfants. C'était un travail souvent frustrant. Nous faisions face à la résistance, au mépris, à l'indifférence. Mais chaque affaire réussie, chaque vie que nous arrivions à impacter positivement rendait tout valable. Dans un de ces voyages en province, je suis retournée dans ma ville natale pour la première fois depuis que j'étais partie pour la faculté. C'était une expérience surréaliste de marcher à nouveau dans ces rues, maintenant comme une jeune avocate, et non plus comme la petite fille d'Auguste qui est tombée enceinte. Quelques visages se tournaient encore quand je passais. Quelques-uns chuchotaient encore. Mais beaucoup d'autres souriaient, saluaient, montraient un respect que je n'avais jamais imaginé conquérir dans cette communauté. Mes parents avaient vendu une partie des terres et déménagé dans une maison plus petite, plus proche du village. Grand-mère Joséphine était décédée 2 ans auparavant, emportant avec elle toutes les réponses qu'elle aurait pu encore avoir sur les années d'abus sous son toit. « C'est bon de te voir ainsi, ma fille », a dit mon père pendant le dîner en famille. Forte, accomplie, faisant la différence. « C'est plus que nous imaginions possible », a complété ma mère, tenant ma main sur la table. J'ai alors réalisé que ce n'était pas seulement moi qui m'étais transformée ces dernières années. Eux aussi avaient grandi, appris, trouvé des façons de gérer le passé sans le laisser définir tout notre présent et avenir. Le grand tournant dans ma vie personnelle, cependant, viendrait des années plus tard. J'avais 32 ans et dirigeais maintenant ma propre organisation, focalisée spécifiquement sur la lutte contre l'abus d'enfants dans les contextes familiaux. Nous venions de gagner un prix national pour notre travail et un reportage sur notre action avait été publié dans un magazine de circulation nationale. C'est à travers ce reportage que Laure m'a trouvé. L'appel téléphonique est venu un après-midi ordinaire de travail. « Allô, j'aimerais parler au docteur Marie-Claire Dubois », a dit une voix féminine jeune de l'autre côté de la ligne. « C'est moi », ai-je répondu, pensant que ce serait une victime de plus cherchant de l'aide. « Je m'appelle Laure Moreau-Costa », a-t-elle continué, faisant s'arrêter mon cœur une seconde. « Je pense que je suis votre fille biologique. » Le monde a semblé se figer à cet instant. Laure, ma fille, le bébé que j'avais donné en adoption 18 ans auparavant, celle dont j'avais gardé l'image vivante dans mon esprit, imaginant comment elle serait en grandissant. Comment m'avez-vous trouvé? Ai-je réussi à demander, la voix tremblante. Le reportage dans le magazine, a-t-elle expliqué. Mes parents adoptifs ont toujours été honnêtes avec moi sur mes origines. Quand j'ai vu votre nom et votre histoire, j'ai su immédiatement que c'était vous. Nous avons fixé un rendez-vous pour le dimanche suivant dans un café au centre de Lyon. J'ai passé les jours intermédiaires, alternant entre anxiété, peur et un espoir presque douloureux. Comment serait-elle? Que penserait-elle de moi? Aurait-elle de la colère de l'avoir donné? Ou pire, aurait-elle des traits physiques de lui qui me feraient revivre des souvenirs que j'avais tant lutté pour traiter? Quand je l'ai finalement vue entrer dans le café, je l'ai reconnue immédiatement. Pas parce qu'elle me ressemblait ou ressemblait à Auguste, mais parce qu'elle portait, pendant à une chaîne fine au cou, la médaille de Sainte Thérèse que j'avais mise avec elle le jour de la remise. « Laure », ai-je appelé doucement, me levant de la table où j'attendais. Elle s'est tournée dans ma direction, et j'ai vu sur son visage la même incertitude et espoir que je devais avoir sur le mien. Nous nous sommes approchées hésitantes, nous jaugeant mutuellement, cherchant des points de connexion. « Vous êtes exactement comme je l'imaginais », a-t-elle finalement dit,
rompant le silence. Et vous êtes bien plus belle que je n'aurais pu rêver, ai-je répondu, sentant les larmes me monter aux yeux. Nous avons parlé pendant des heures lors de cette première rencontre. Laure m'a raconté sa vie avec Charles et Régine, une enfance heureuse et sécurisée, pleine d'amour et d'opportunités. Elle commençait maintenant la faculté de psychologie, inspirée, selon elle, par l'histoire qu'elle connaissait sur ses origines. « J'ai toujours su que vous ne m'aviez pas abandonnée par choix », a-t-elle dit à un moment donné. « Mes parents ont tenu à m'expliquer que vous aviez fait ce que vous croyiez être le mieux pour moi. » C'était la décision la plus difficile de ma vie, ai-je avoué. Il ne se passait pas un jour sans que je pense à vous, sans que je me demande si vous alliez bien. Petit à petit, avec précaution et respect mutuel, nous avons construit une relation. Ce n'était pas mère et fille au sens traditionnel. Régine serait toujours sa vraie mère, celle qui l'avait élevée, qui avait été présente à chaque moment important. Mais nous étions quelque chose d'également spécial. Deux femmes connectées par le sang et l'histoire, construisant un pont au-dessus d'un abîme de temps et de circonstances. Avez-vous déjà vécu des retrouvailles émouvantes comme celle-ci dans votre vie? Quelqu'un que vous avez retrouvé après des années de séparation. Partagez votre expérience en commentaire. Laure voulait tout savoir sur ses origines, y compris sur son père biologique. Avec la délicatesse possible, je lui ai dit la vérité. Elle a pleuré, bien sûr. Elle a traité l'information pendant des semaines, mais sa formation en psychologie et le soutien inébranlable de ses parents adoptifs l'ont aidée à intégrer cette difficile vérité à son identité, sans laisser cela la définir ou la limiter. « Je ne suis pas ce qui vous est arrivé, m'a-t-elle dit un jour. Je suis ce que vous avez fait malgré cela. Votre force pas sa faiblesse. » Ces mots ont été un baume pour une blessure qui, même après tant d'années, pouvait encore faire mal quand on la touchait. L'année suivante, Laure a commencé à travailler comme bénévole dans notre organisation pendant les vacances universitaires. Sa perspective unique, comme quelqu'un né de circonstances tragiques, mais élevé avec amour et ouverture, apportait une dimension précieuse à notre travail. « Vous avez construit quelque chose d'incroyable ici », a-t-elle commenté un jour, pendant que nous organisions du matériel pour une conférence dans une école. « Vous avez transformé votre douleur en objectif. Ce n'était pas toujours facile, ai-je admis. Il y a eu des jours où revivre tout cela à travers les histoires d'autres personnes semblait me déchirer de l'intérieur. Mais il y avait aussi des jours où je voyais une fillette sauvée d'une situation d'abus, où je voyais une mère trouver le courage de porter plainte, et je savais que chaque moment de douleur en valait la peine. « Et vous ?» a demandé Laure avec hésitation. « Avez-vous réussi à être heureuse, à avoir votre propre vie au-delà du travail ?» La question m'a prise au dépourvu. Pendant des années, je m'étais consacrée si complètement à la cause que peu d'espace restait pour les relations personnelles. Il y avait eu quelques hommes en chemin, mais aucune relation durable. Le fantôme d'Auguste et la peur de l'intimité qu'il avait plantée en moi étaient des obstacles difficiles à surmonter. « J'apprends », ai-je répondu honnêtement. « Chaque jour est un nouveau commencement. » Une question qu'on me posait fréquemment lors de conférences et que Laure m'a aussi posée cet après-midi-là concernait le pardon. « L'avez-vous pardonné ?» voulait-elle savoir, se référant à Auguste. La question sur le pardon me faisait toujours réfléchir profondément. Au fil des années, j'avais appris que le pardon n'est pas quelque chose de simple ou linéaire, surtout dans des cas d'abus si sévères, pas au sens traditionnel du mot, ai-je répondu après une pause. Je ne crois pas que certaines actions puissent ou doivent être complètement pardonnées. Ce que j'ai fait, c'est me libérer du pouvoir que la colère et le ressentiment avaient sur moi. J'ai arrêté de laisser ce qu'il avait fait continuer à définir chaque aspect de ma vie. N'est-ce pas une forme de pardon ? A-t-elle suggéré. Peut-être, ai-je concédé. Mais je préfère appeler ça libération. Choisir mon propre chemin malgré ce qui s'est passé, pas à cause de cela. Et vous ?
Pardonneriez-vous quelqu'un qui a causé un dommage si profond dans votre vie? Ou croyez-vous que certaines actions sont au-delà du pardon? Partagez votre opinion en commentaire. Les années ont continué à passer. Notre organisation a grandi, établissant des antennes dans d'autres villes et régions. Les lois françaises ont commencé, lentement, à évoluer, d'abord avec des réformes sur la protection de l'enfance, puis avec des lois spécifiques contre la violence domestique. Petites victoires qui représentaient d'énormes avancées pour qui se souvenait de comment c'était dans les années 1960, quand j'avais commencé mon parcours. Mes parents ont vieilli et sont partis, d'abord mon père, puis ma mère, tous deux en paix, ayant vu leur fille non seulement survivre, mais prospérer et aider d'autres à faire de même. Laure a obtenu son diplôme, s'est mariée, a eu ses propres enfants. Elle m'a invitée à être marraine du premier, un garçon fort et sain qui portait dans son nom celui de son grand-père adoptif, Charles, l'homme qui l'avait élevé avec tant d'amour. En tenant ce bébé dans mes bras, sentant son petit cœur battre contre le mien, j'ai réalisé que le cycle avait été définitivement brisé. Là où il y avait eu douleur, secret et violence, il y avait maintenant amour, vérité et protection. À 60 ans, j'ai décidé qu'il était temps de passer le flambeau. J'ai formé une nouvelle génération d'avocates et psychologues pour continuer le travail de l'organisation, tandis que j'assumais un rôle plus consultatif. Je me suis consacrée à écrire un livre sur mes expériences, pas comme forme d'exposition, mais comme guide pour les professionnels qui travaillent avec des victimes d'abus. Voix du silence, guide pour l'identification et le traitement de l'abus d'enfants, a été publié quand j'avais 64 ans. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait une grande répercussion au-delà des cercles professionnels, mais à ma surprise, le livre a trouvé un public plus large. J'ai été invitée à des conférences, interviews, émissions de télévision. Soudain, moi qui pendant tant d'années avais lutté pour me libérer de l'étiquette de victime, je partageais volontairement mon histoire avec le monde. La différence, c'est que maintenant je le faisais selon mes propres termes, pas comme une confession forcée ou une histoire chuchotée, mais comme un témoignage qu'il est possible de survivre, de guérir et de transformer la douleur en quelque chose de significatif. « N'avez-vous pas peur du jugement public ?» m'a demandé une fois une jeune journaliste pendant une interview. J'ai eu cette peur pendant de nombreuses années, ai-je admis. Mais j'ai réalisé que le silence ne protège que les abuseurs, jamais les victimes. Chaque fois que quelqu'un partage son histoire, cela diminue un peu le pouvoir de la honte et du stigmate. Dans une de mes dernières conférences, avant de me retraiter complètement, une dame âgée s'est approchée de moi après l'événement. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré. « Je n'ai jamais dit à personne », a-t-elle chuchoté, tenant mes mains entre les siennes. J'ai porté ce secret pendant 60 ans. Mon père, puis mon oncle. J'ai cru que j'emporterais ça dans la tombe. « Vous n'êtes plus seul », ai-je répondu en l'embrassant. « Vous ne l'avez jamais vraiment été. » C'est à ce moment-là, plus que n'importe quel prix ou reconnaissance, que j'ai compris le véritable impact du travail d'une vie. Pour chaque personne qui a le courage de parler, il y en a des dizaines, des centaines, qui vivent encore en silence. Certaines ne parleront jamais, mais peut-être, en entendant d'autres histoires, réaliseront-elles qu'elles ne sont pas coupables, qu'elles ne sont pas seules, qu'il existe un chemin au-delà de la douleur. Aujourd'hui, à 68 ans, je vis dans une petite maison avec vue sur les montagnes de Dordogne. J'ai un jardin dont je m'occupe personnellement, des livres que j'ai enfin le temps de lire et la compagnie occasionnelle des enfants de Laure, mes petits-enfants biologiques qui m'appellent affectueusement Mamie Marlou. Parfois, quand je regarde en arrière, vers la petite fille effrayée de 7 ans que j'étais un jour, vers l'adolescente enceinte et désespérée qui a affronté le jugement de toute une ville, je ressens un mélange de tristesse et d'admiration. Tristesse pour ce qui a été perdu, pour ce qui a été volé. Admiration pour la force que je ne savais même pas avoir. Mon histoire n'est pas unique. Dans chaque ville,
dans chaque quartier, dans des maisons qui semblent normales de l'extérieur, des histoires similaires se déroulent silencieusement. Certaines auront des fins heureuses, d'autres pas tant. Certaines victimes trouveront leur voie et leur chemin vers la guérison, d'autres resteront prisonnières de cycles de douleur et de silence. Ce que j'ai appris en ces 61 ans, depuis que tout a commencé, c'est qu'il n'existe pas une seule forme de guérison. Il n'existe pas un chemin parfait vers la récupération. Chaque personne doit trouver sa propre piste à travers l'obscurité. Mais personne ne devrait avoir à le faire seul. Si aujourd'hui je partage mon histoire, c'est dans l'espoir qu'elle éclaire le chemin pour quelqu'un qui est encore perdu dans les ombres, qu'elle montre qu'il est possible de survivre à l'inimaginable, qu'il est possible de transformer les cicatrices les plus profondes en marques de force et de résilience. Et surtout, que le silence qui a si longtemps protégé mon grand-père et tant d'autres abuseurs peut et doit être brisé, peu importe combien de temps s'est écoulé, peu importe la puissance de l'abuseur, peu importe à quel point faire le premier pas semble effrayant, parce qu'à la fin, quand la vérité vient à la lumière, nous découvrons que nous ne sommes pas définis par ce qui nous est arrivé, mais par ce que nous choisissons de faire après. Nous ne sommes pas nos blessures, mais notre capacité à guérir et aider d'autres à guérir. Ceci est mon histoire. Ce n'est pas une histoire de victimisation, bien qu'elle ait commencé ainsi. C'est une histoire de réclamation, de ma voix, de mon corps, de mon avenir. C'est une histoire de transformation, de douleur en objectif, de honte en force, de silence en pouvoir. Et j'espère, de tout cœur, que c'est aussi une histoire d'espoir. Parce que si moi, une fille de la campagne de Dordogne dans les années 1960, j'ai réussi à survivre, guérir et reconstruire ma vie après 7 ans d'abus, suivie d'une grossesse à 14 ans, alors peut-être, juste peut-être, vous aussi pouvez trouver la force d'affronter ce que vous affrontez. Vous n'êtes pas seul. Votre histoire compte. Votre voix mérite d'être entendue. Et au-delà de la douleur, aussi impossible que cela puisse paraître maintenant, il y a un avenir qui vous attend. Je remercie immensément tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'ici, écoutant avec respect et empathie cette histoire douloureuse mais nécessaire. Si ce récit a touché votre cœur, s'il vous plaît, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications et laissez votre like ici en bas. Chaque partage peut atteindre quelqu'un qui a désespérément besoin d'entendre qu'il n'est pas seul, qu'il y a de l'espoir, qu'il est possible de survivre et de reconstruire sa vie, même après les expériences les plus dévastatrices. Ensemble, nous pouvons briser le cycle de silence qui protège les abuseurs et isole les victimes. Ensemble, nous pouvons faire la différence.